bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique. Merci de nous rejoindre à nouveau ce vendredi pour décrypter avec nous l'actualité lyonnaise de la semaine. Et autour de la table avec moi, nos experts, on retrouve l'ancien député lyonnais Emmanuel Hamelin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. À vos côtés, le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et enfin, mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul pour sa première. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, nos sujets de la semaine, le sommaire, et nous évoquerons durant cette émission le sujet de la Part-Dieu. Il n'y aura plus de tour désormais. Est-ce que Lyon peut-elle se priver d'une city ? On connaît également les tracés de la ligne de télécabine. Les Verts arriveront-ils à boucler leur projet phare avant 2026 ? Il y a la piétonisation de Lyon ce samedi. Des habitants seront-ils privés de la voie libre pour des raisons politiques ? Et puis, Najat Vallaud-Belkacem est annoncée sous la barre des 10% au régional. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle fin de carrière politique pour elle ? C'est la grande actualité de la semaine, la présentation du projet des écologistes pour le quartier de la Part-Dieu. Ils nous y préparaient depuis leur élection. Cette fois, c'est concret. La Part-Dieu de demain, ce seront moins de bureaux, plus du tout de tours, et puis à la place, 1500 nouveaux logements, de la végétalisation avec un projet de forêt de 10 000 m². Alors Emmanuel, c'est plutôt une bonne nouvelle de s'attaquer frontalement à ce quartier qui finalement est resté pour la plupart du temps coincé dans les années 70. Il y a beaucoup de problèmes d'automobiles, d'embouteillage, il y a un gros problème de minéralisation à outrance, et puis il n'y a plus trop de place pour construire de nouvelles choses. Alors moi je dirais, il y a deux choses en fait sur la Part-Dieu. D'abord, le quartier commençait, effectivement il était très minéral, très orienté sur les bureaux, c'était un peu la défense à la lyonnaise. Mais depuis le dernier mandat, les choses avaient quand même un peu évolué. Beaucoup d'espaces verts avaient été créés, l'aménagement de l'avenue Garibaldi notamment, etc. Donc l'ancienne majorité s'était lancée sur une notion de quartier à vivre. C'est un peu le nom que reprend aujourd'hui l'équipe des écologistes. Donc on voit bien que la volonté, elle était de redonner un peu de vie à ce quartier qui en avait, somme toute, assez peu. Maintenant, autre chose, c'est que en voulant réduire les tours comme ce qui était prévu, l'idée, c'était, moi je ne défends pas les tours de la Défense à Lyon, hein, on est bien d'accord, mais à un moment donné, si on veut que Lyon continue à se développer, notamment au niveau économique, il faut trouver des bureaux. Et là, les bureaux sont à saturation à la Part-Dieu. Ne pas faire de tours, c'est-à-dire ne pas aller dans le sens de la densification. Comment on fait ? Si on veut accueillir d'autres entreprises, on dit aux gens qui veulent venir, ben non, désolé, il n'y a plus de place, allez voir ailleurs. Ou alors on leur dit, bah écoutez, on va étendre, on va faire de l'étalage urbain, on va aller s'implanter sur des espaces verts à l'extérieur de Lyon, etc. La question, elle se pose. Aujourd'hui, si on supprime la densification, on risque de créer un véritable problème par rapport au développement économique de notre ville. Donc moi, je considère que ce n'est pas forcément une bonne idée. Je reprends d'ailleurs une des tours qui était prévue, qui était à l'emplacement de la tour suisse. La tour ici ne se fera plus. Ils vont mettre à la place des logements. Je rappelle que dans la totalité des logements de la Part-Dieu, il y aura quand même 40% de logements sociaux. Ça me semble un pourcentage un peu élevé si on veut trouver un bon équilibre ou une bonne mixité. Mais cet emplacement de la tour suisse, on va y mettre des habitations à la place d'une tour de bureau. Je rappelle juste quand même qu'on est coincé entre la voie ferrée et l'usine de chauffage et que mettre des habitations ici, c'est pas forcément une bonne idée. Mettre une tour de bureau, c'était, me semble-t-il, beaucoup plus sensé. Raphaël, c'est vrai que sans Skyline, sans quartier d'affaires, la Défense, la City à Lyon, difficile d'imaginer Lyon devenir une capitale européenne, mais au final, ça tombe bien, c'est pas du tout le souhait des écologistes. Oui, après, l'attractivité de la ville, c'est pas sûr qu'il se joue là, parce que on n'a pas tellement de surprises sur le projet des écologistes, c'était dans leur programme, ils l'avaient annoncé, donc ils le font. Leur discours, c'est plutôt d'arrêter la spécialisation. C'est-à-dire qu'avoir un quartier de bureau à la Part-Dieu, l'inconvénient, ça veut dire que les gens se logent ailleurs, donc plus loin, et donc il faut organiser les transports vers ce centre-ville. Et donc ils sont plutôt dans la logique beaucoup plus multimodale, d'essayer d'intégrer des logements et que les gens habitent finalement là où ils travaillent. Et ils sont aussi pour l'idée d'un développement économique qui aille au-delà du centre-ville, même au-delà de l'agglomération, puisqu'ils ont assumé l'idée qu'il fallait un lien avec Saint-Étienne et que des entreprises qui cherchent à venir dans la région puissent aller peut-être même à Saint-Étienne, là où il y a plus de logements disponibles. Donc c'est un changement de politique. Colomb a mis longtemps à trouver comment faire à la Part-Dieu. Lui, Colomb est arrivé avec des rêves de bâtisseur et de skyline. Ça, dès son premier mandat, il en parle. Les premiers tours ont été très difficiles à faire. Il a dû donner beaucoup aux constructeurs pour pouvoir les faire, notamment
pas de parking en dessous, notamment des normes environnementales qui étaient au niveau de l'époque, mais pas de nos besoins à venir. Notamment même, on a parlé de certaines cours pour lesquelles il avait dû attribuer le marché du citral en échange de la construction d'une tour. Donc beaucoup de concessions au démarrage, puis finalement une politique qui s'est mise en œuvre, qui a été repensée, qui était, c'est vrai, assez attractive, qui font que les écologistes aujourd'hui ont quand même des leviers pour transformer le quartier qui sont assez importants. Romain, c'est vrai que les écologistes arrivent un peu en bout d'entonnoir, puisqu'on a vu Gérard Collomb qui a réagi et qui a dit ils ont repris mon projet presque mot pour mot. Est-ce que demain, si les écologistes réussissent la révolution de la Part-Dieu et en font vraiment un quartier agréable à vivre, ça peut être leur levier pour obtenir potentiellement un second mandat, comme on le dit souvent, les Berges du Rhône l'avaient été pour Gérard Collomb? Après, je ne suis pas sûr que ça soit juste la politique des écologistes qui joue l'avenir de la Part-Dieu. On voit bien que, ça fait 1 an, est-ce que les gens sont dans les bureaux là ? Il faudrait voir. Pas tellement. Oui, je prends le moment, pas tellement. Donc, comment est-ce que les entreprises aujourd'hui vont mener leur politique de ratio entre le nombre de places disponibles et le nombre de salariés qu'ils ont ? C'est très probablement une donnée qui est en baisse et que le foncier d'entreprise n'est pas du tout sûr qu'après le Covid, s'il y a un après le Covid vraiment, les pratiques salariales soient les mêmes, quoi. Donc c'est pas du tout sûr que... souvenez-vous de Toulion, je trouve que c'est Ce qui est la dernière tour qui verrait le jour à la Part-Dieu, voilà. Elle est encore en construction. Mais ce qu'il y a de fort dans le Toulion, et ça n'a rien à voir avec les Verts, parce que ça a été managé avant, mais au départ, la tour, elle s'appelle Toulion TWO. Parce qu'il devait y en avoir 2. Parce qu'il devait en avoir 2. Et qu'elle devient Toulion TO, pour que on entende toujours le tout, qu'il y ait de l'anglicisme, mais peu importe. Mais parce qu'il n'y a plus de 2. Et pourquoi il n'y a plus de 2 ? Parce qu'il n'y a pas de demande. Donc effectivement, ils transforment un truc qui devait être gros, un truc qui est petit. Et ça, c'est bien avant les Verts. Et on se souvient que InCity, pareil. Gérard Collomb avait galéré à trouver des occupants. Tout à fait. Donc je pense qu'effectivement, il était pris entre son rêve de Skyline depuis Fourvière, et puis le fait que le marché n'était pas aussi demandeur qu'il le pensait ou il l'espérait. Et donc, avec le Covid, je pense que ça va aller dans le sens d'une moindre concentration, et donc les Verts ont moins de difficultés à transformer ça en quelque chose d'un peu moins bureau. Et sur ma question initiale, qui était de savoir si ça pouvait porter un possible deuxième mandat des écologistes, une réussite à la Part-Dieu, que beaucoup de gens fuient aujourd'hui parce qu'effectivement c'est compliqué d'y aller, d'en ressortir, surtout si on va au centre commercial. Ça peut jouer ? Ce qui est sûr, c'est que les travaux à la Part-Dieu, ça a tué Collomb-Kimfeld. Quand on regardait les bureaux de vote qui sont vraiment sur la Part-Dieu, les plus hauts scores des écologistes sont là. C'est-à-dire que les gens étaient fous, c'était invivable. Donc naturellement, je pense que la diminution du taux de travaux dans cet endroit-là va jouer très favorablement pour les écologistes, mais qui ont fait... le 3e, vous savez, c'est 150 000 personnes. Donc gagner le 3e, c'est quand même utile pour gagner Lyon. Et c'est sûr que ça ne peut pas être pire que c'était en 2020. Allez, on avance. Deuxième sujet que je vous propose aujourd'hui. Vous avez peut-être vu les 3 tracés possibles pour le projet de télécabine des écologistes. Alors, c'est encore assez grossier, mais une chose est sûre, le téléphérique qui partirait forcément de Francheville. Ensuite, vous avez des possibilités de rejoindre Gerland via Oulin ou via Sainte-Foy-les-Lyons, et puis même d'arriver à Perrache ou place Jean Massé dans le 7e arrondissement. On relaie chaque semaine sur Lyon Mag une opposition assez forte chez les élus qui sont concernés, mais aussi chez une partie des habitants de ces communes. Alors Raphaël, il n'y aura pas de référendum, mais il y aura une concertation à l'automne. Demain, s'il n'y a que des avis... Une concertation exemplaire, il faut le préciser. S'il n'y a que des avis négatifs demain, est-ce que le Citral a le pouvoir de passer outre et de faire quand même ce projet de télécabine ? Oui, après ça va être une question de cohérence, mais ils ont promis une concertation organisée par la commission ad hoc, et donc qui va être une concertation large, pas seulement sur les territoires qui sont concernés. C'est vrai que le risque pour eux, effectivement, c'est d'avoir un retour négatif et du coup d'assumer de passer en force ou pas sur ce projet. Après, les projets de téléphérique, l'opposition, c'est quelque chose d'un peu nouveau. L'opposition qui avait un peu du mal à se faire entendre a trouvé là un créneau qui est un peu porteur, donc on en entend beaucoup parler. Mais c'est quand même un équipement qui va apporter des solutions en termes de transport en commun dans ce secteur, un secteur qu'on a vraiment besoin.
Donc c'est pas dit que les gens soient totalement opposés au final. Oui, la petite musique des écologistes, c'est de rappeler que dans les années 90, à Lyon, personne ne voulait du tramway, et que finalement, quand il arrivait au début des années 2000, tout le monde était plutôt content. Emmanuel, quand vous entendez le président du Citral et de la métropole, Bruno Bernard, dire qu'au final, c'est l'intérêt collectif qui primera sur les individualités, vous pensez qu'il est dans une posture de président qui décide, ou ça vous fait peur un peu sur ce qu'on leur reproche, sur la démocratie locale? Ça laisse entendre qu'ils peuvent se passer justement de la vie des uns et des autres. C'est-à-dire que celui qui détient l'idée de l'intérêt général, c'est lui, si j'ai bien compris ses propos. Donc moi, je me méfie toujours de ce genre de discours. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je reviens juste sur ce que vous disiez concernant le tramway. Tout le monde n'est pas content du tramway. Il y en a... Non, mais je vous le dis franchement, moi je l'utilise de temps en temps, mais le tramway a, notamment sur le quartier de la Confluence dans lequel nous nous trouvons, a empiété sur les voies de circulation qui empêchent totalement les voitures de circuler correctement sur ce quartier-là. Donc il y en a beaucoup qui considèrent que le tramway, c'est une bonne, mais parfois une mauvaise idée. Bon. Pour revenir sur le tracé de Francheville en téléphérique, moi, je suis très dubitatif sur cette idée-là. Moi, je considère que c'est un peu une fausse bonne idée. C'est un peu comme les éoliennes. Les éoliennes, ça fait plaisir aux écolos parce que c'est propre. Et puis, en réalité, il y a les autres écolos qui disent « oui, mais c'est une pollution visuelle absolument épouvantable ». Le téléphérique, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait y trouver beaucoup d'avantages. Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients, notamment la pollution visuelle qui va être colossale. Au-delà de ça, moi, je considère que toutes les villes concernées par ce tracé-là ont leur mot à dire. On le voit, certains aujourd'hui sont dans l'opposition, mais ils seront bien obligés aussi d'écouter leur population, les gens qui y habitent. Donc moi, je considère qu'il doit y avoir une vraie concertation. Et la concertation, elle doit être le levier de l'intérêt général, et non pas la parole politique. J'ai beaucoup de doutes sur la réalité de ce dossier-là, parce que je ne perçois que de l'opposition. Je me trompe peut-être, mais au dehors de la pollution visuelle, on le voit dans les études qui ont été faites, on va gagner entre Francheville et Lyon 10 minutes en période chargée. 10 minutes en période chargée. Tout ça pour 160 millions d'euros. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, moi, je veux passer les gens de la voiture au transport en commun. Oui, à ce moment-là, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Alors, je ne parle pas du métro. Moins cher, attendez, je finis mon propos. Il y a alors le métro qu'on met de côté aujourd'hui en disant un petit peu plus on va concerter. Oui, c'est un peu plus, sauf que c'est des modes lourds dont on sait que la pérennité est forte et que le nombre de voyageurs transportés est bien plus important que le téléphérique ou que le tramway. Oui, mais on est parti pour 15-20 ans de travaux. Oui. Alors que le téléphérique, c'est dans 5 ans. Oui, mais si, à force de se dire ça, si vous voulez, on ne fait plus rien. Et le plan métro, en dehors du métro qui va à Oulin, il est quand même bien en panne depuis la période de Michel Noir. Donc, moi, je considère qu'à l'époque, on disait c'est comme ça qu'on a lancé le tramway, c'est que ça va aller plus vite. Sauf qu'à reculer l'échéance des modes lourds, comme le métro, on se prive à l'avenir de modes de transport absolument essentiels. Mais je reviens, moi, sur l'idée que je défends et sur laquelle je n'entends pas l'équipe des Verts aujourd'hui, c'est les parcs relais. Pourquoi on ne développe pas les parcs relais ? On a des parcs relais aujourd'hui qui sont saturés dès 7 h du matin, ce qui fait que les gens sont obligés de rentrer dans la ville avec leur véhicule. C'est une erreur phénoménale. Et ça, c'est un propos que je tenais déjà à l'encontre de Gérard Collomb, qui ne faisait pas du tout assez en la matière, mais on a des pôles multimodaux. Oui, on a des pôles multimodaux à l'entrée de ville, avec des métros, des bus, des tramways, tout ce qu'on veut. Mettons autour de ces pôles multimodaux des larges parkings relais. Comme ça, les gens ne rentrent pas dans la ville. Et je vais vous dire, ça va changer considérablement la circulation dans notre centre-ville. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Les parcs relais, ça coûte encore moins cher que les 160 millions du téléphérique. Et il en faudrait tout autour de la ville. Et là-dessus, les écologistes sont totalement inaudibles et totalement absents, malheureusement. Romain, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu ? Écoutez, moi je me dis, ça va être difficile. L'idée qu'on va mettre 5 ans pour faire ces pylônes de 50 mètres de Francheville à Gerland, j'ai un peu de mal à le croire. Après tout... Mettre un pylône, ça va vite. Un pylône de 50 mètres qui doit tenir des téléphériques qui ne doivent pas tomber. Moi, je vous le fais en une nuit. C'est vrai, avec votre petite truelle et votre pioche ? Non, mais c'est jouable. C'est jouable. Non, mais quand vous voyez, effectivement, quand vous mettez une éolienne, vous voyez, il leur faut un socle
je sais pas moi, de combien de centaines de milliers de tonnes de plomb pour pas que ça tombe, de béton pour pas que ça tombe. Enfin, là, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont trouver le foncier? Enfin, il va falloir percer des trucs de fou. On peut regarder sur la place Bellecour, ce truc incroyable où on s'aperçoit qu'on peut plus mettre un arbre parce que le sous-sol est complètement pris. Il y a le métro D qui passe, le métro A qui passe, il y a un énorme parking. Voilà, on ne peut plus planter un arbre. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour planter ces énormes... Parce que si ça tombe... Oh là là, on va enlever des arbres? Mais on va non, parce que même si on enlève un arbre, on n'aura pas assez de place pour mettre un pylône. Oui, mais il faudra enlever beaucoup d'arbres. Ah, ça serait bête, ça, d'enlever des arbres. Oui. C'est amusant, parce que les téléphériques, on parle de pollution visuelle, on parle de difficultés à les construire. Ouais. Ce que je vois, c'est que toutes les villes qui en ont font plutôt une fierté. Si vous regardez, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Brest en France, que ce soit à Barcelone, les téléphériques, vous les retrouvez dans tous les guides touristiques comme une fierté de la ville, parce que c'est quand même aussi assez magique. Oui, mais c'est touristique, on met 3-4 personnes dedans, c'est pas du travail sérieux. Si c'était considéré comme moche, ils ne les mettraient pas sur la plaquette. Non, mais ils n'ont rien d'autre. À Brest, il n'y a pas des milliards de trucs non plus. Hein. C'est avec Brest. Non, mais c'est rarement des projets de cette ampleur-là. On le voit, c'est pour aller sur une montagne. Voilà, ils vont là-haut, là où il y a les moutons. C'est surtout utilisé dans ce genre de situation. Le téléphérique sur les surfaces planes... Ah non, mais alors, oui, mais là c'est loin l'Amérique latine, on ne peut pas tout copier. Ou Barcelone, on traverse toute la ville en téléphérique, c'est pas bon. Barcelone, peut-être. J'ai jamais vu les téléphériques à Barcelone, mais je sais qu'à Brest ou à Grenoble, c'est 3-4 personnes, et effectivement, ça fait beau, parce qu'on voit le ciel, pour une photo, c'est joli. Ouais. Enfin, pour se déplacer, pour mettre 50 000 personnes jour, c'est quand même pas tout à fait possible à Grenoble, ou alors il faut vraiment aider toutes Non, mais on est dans l'affichage, on le voit bien. Ça, c'est très clairement, c'est le projet écologiste, on plante des arbres et on met un téléphérique. Non, on enlève les arbres, c'est caricatural presque. Après, on peut faire du ski, je sais pas, c'est Francheville. Oui. Dernière question sur le sujet. C'était prévu que, en tout cas, Bruno Bernard, le jour de son élection comme président de la métropole de Lyon, annonçait que cette ligne de téléphérique verrait le jour avant la fin du mandat. Vous y croyez, avec potentiellement tous les recours qui vont voir le jour, les possibles ZAD Maintenant, vous nous avez dit que vous pouviez mettre un poteau en une nuit. Croyez, ouais. Je pense que Bruno Bernard va vous appeler. Je lui donnerai votre numéro. Je suis très cher. Hein. Oui, mais c'est pas grave, ils ont les moyens. Ouais, certes. 160 millions d'euros, on aurait quand même retrouvé un petit salaire. Raphaël, c'est possible? Faut pas qu'ils sous-estiment la difficulté. Après, ils ont l'avantage de s'appuyer sur une administration qui a l'habitude de ce type de défi. Et Citral tous les modes de transport qui existent au monde, en transport public, existent à Lyon et sont gérés par le Citral, sauf le téléphérique. Mais ils ont réussi à intégrer tous les autres, donc normalement c'est possible, oui. Emmanuel, pour conclure? Moi, je pense que ça va être très compliqué parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est plus dans l'affichage que dans le concret. Les problématiques techniques vont être lourdes, les problématiques politiques avec les positions des différentes villes concernées vont créer de nombreux problèmes. Et puis, l'aspect technique sur les emplacements à réserver, avec les recours qu'il peut y avoir derrière, ça va alourdir considérablement le dossier. Moi, je pense qu'ils sont plus dans de l'affichage aujourd'hui que dans une vraie volonté de construire un téléphérique. D'ailleurs, eux, ils disent, si vous voulez qu'on le fasse, si vous voulez pas qu'on le fasse, on le fera pas. Ils passent leur temps à dire ça. On le fera ailleurs. On le fera, ou on le fera pas. Non, si. Bruno Bernard dit, si vraiment c'est trop négatif, on le fera pas. Donc, ils n'ont pas une gagne folle. Hein. Est-ce qu'il s'est pas trop mouillé, justement, en annonçant, parce qu'il a annoncé d'autres lignes de téléphérique, potentiellement, si celle-là voyait le jour. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça irait jusqu'à Dessines, jusqu'à Mézieux. Au tout début, il en avait parlé d'une qui se ferait Limonest, Gardevez, et celle-là, il l'a oublié. Maintenant, c'est plutôt Caluire, Gardevez, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout ça, ça tombe mal aussi, si celle-là, elle voit pas le jour, ou en tout cas, si elle rencontre beaucoup trop d'opposition. Après, peut-être que dans l'Ouest, ça marche pas, et dans l'Est, ça aurait moins d'impact. C'est quand même assez moche, l'Est, déjà, donc c'est pas très grave, les pylônes. Très bien, on avance. Après cet avis esthétique, on avance sur notre troisième sujet du jour. Ce samedi, plusieurs rues de Lyon seront piétonnisées. Alors, la météo risque d'être compliquée pour en profiter, mais ça, on a l'habitude, parce qu'à chaque fois, c'est le cas. Ça concernera donc presque tous les arrondissements. La voie est libre se fait en complément de l'opération de la ville de Lyon qui s'appelle « On s'aime un peu, beaucoup, passionnément ». Et il y a 2 arrondissements qui participent pas à cette dernière. C'est le 2e et le 6e qui sont dans l'opposition aux écologistes. Alors, conséquence, demain, ce samedi, il n'y a pas de piétonisation dans le 2e. Et il y a une piétonisation à minima dans le 6e. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce qu'on prive des habitants de Lyon de cette opération pour des raisons politiques, que ce soit d'ailleurs la faute de la majorité ou de celle de l'opposition? Je ne sais pas, on ne prive pas. Ce qui est sûr, c'est que Pierre Oliver est ravi qu'il n'y ait pas... Maire du 2e. Maire du 2e, pardon. Et lui, il a un raisonnement assez incroyable. Il dit, si on piétonise, ça marche tellement bien que le foncier explose et c'est fini.
C'est-à-dire que, évidemment, c'est vrai, la rue Édouard Herriot, vous imaginez la rue Édouard Herriot là, en ce moment. Bon. Et la seule chose qui fasse que les prix ne soient pas monstrueux, c'est qu'il y a des rodéos qui passent en dessous. Non-stop. Non-stop. Et donc la nuit, vous habitez là, bon, vous voyez. C'est cher autour de la place Bellecour quand même. Hein. Il y a des rodéos aussi. C'est cher. Mais enfin, imaginez que ça soit vraiment piétonnisé et qu'il n'y ait plus de rodéos. Ça serait combien de plus 30% au plus dans les 15 jours. Donc c'est-à-dire ces gens qui sont déjà dans des endroits sublimes, les rares jolis quartiers de Lyon, c'est là. Si en plus on piétonise vraiment ces trucs-là, c'est-à-dire qu'on fait un cadeau à des gens qui ont déjà beaucoup, parce qu'ils ont 130 mètres carrés rue Édouard Herriot. Et là, en plus, ils ont plus, c'est vraiment piétonnisé, donc il n'y a plus de problème. Bon. Et bien lui, c'est un peu la même chose. Il dit, si on piétonise, il y a des gens partout, ils achètent énormément, et donc les seuls qui pourront survivre, c'est les grandes enseignes. On n'aura plus que Zara et McDo. Parce que pour un petit vendeur de couteaux, c'est impossible d'avoir un loyer de 300 000 euros en charge commerciale. Vous voyez bon, c'est impossible. Donc il est contre ça. Mais parce que donc il renverse le truc. Il est contre la piétonisation parce que ça risque de montrer que ça marche trop bien. C'est marrant, non? C'est marrant, effectivement. Raphaël. En fait, je suis assez d'accord. Derrière on a un peu avoir le sentiment que c'est un sujet anecdotique, mais je pense que c'est plutôt sur ce type de sujet que va se jouer la réélection des écologistes la prochaine fois, sur la capacité à transformer le rapport à la ville. Et donc, on sait que c'est une opération qui doit permettre de tester derrière de nouveaux aménagements, de nouvelles rues piétonnes, des espaces libérés pour les piétons et les cyclistes. Et la réussite de ces projets-là, comme les berges ont été vraiment le symbole des années Collomb, je pense que ce sera des choses sur lesquelles les gens seront très attentifs aux prochaines élections. Donc c'est pas du tout un enjeu mineur. Emmanuel ? Moi, je suis assez partagé sur la question. Moi, je pense que l'avenir des grands centres urbains est piéton. On l'imagine tous comme ça. D'ailleurs, les grandes métropoles sont passées à la piétonisation dans de nombreux cas. Donc Lyon n'échappera pas à la règle. La seule question que je me pose, c'est comment on va y arriver. Je ne suis pas certain que c'est un lien avec le prix du foncier. Je prends le Vieux-Lyon, par exemple. Le Vieux-Lyon, c'est tout piéton. C'est pas forcément plus cher qu'ailleurs. Le problème qui se pose aujourd'hui, il est économique. Moi, j'aimerais quand même que des initiatives de cette nature-là se fassent en concertation, notamment avec la vie commerçante. Dans la presqu'île, il y a des commerces partout. Tous les bas d'immeubles sont commerciaux. Les commerçants sortent d'une période de crise qui a été lourde et difficile pour eux. On leur met un projet de piétonisation alors qu'aujourd'hui, aucune étude sérieuse n'a été menée pour essayer de percevoir l'effet de la piétonisation sur l'activité commerciale de Lyon, enfin de la presqu'île notamment et de Lyon en général. Moi, je trouve ça assez dommage et je pense qu'ils auraient dû profiter aujourd'hui de cet intérêt qu'ils ont sur la piétonisation pour associer d'une manière ou d'une autre la chambre de commerce pour faire une véritable étude et voir de quelle manière on peut accompagner dans cette transition l'activité commerciale en centre-ville. Et vous savez, Emmanuel, qu'une étude, ça prend du temps et qu'il faut quand même avancer rapidement sur ces sujets. Oui, mais on est sur une idée qui peut être un marqueur fort, comme le disait Raphaël tout à l'heure, un marqueur fort de la vie locale. Si on se lance dans la piétonisation, c'est pour des périodes longues. On ne va pas revenir en arrière après en disant on s'est trompé, finalement on va faire revenir les voitures. Non. Donc quand on part sur quelque chose d'aussi lourd que ça, il faut bien le faire. Et il ne faut pas le faire uniquement sur des données dogmatiques. Il n'y a rien de pire. Ce qui est dommage en matière de contrôle du commerce en centre-ville, c'est qu'ils n'auront pas l'outil fantastique que pouvait avoir Gérard Collomb quand il est arrivé, c'est la rue Grolet. Et tous ces pas de porte qui ont été vendus à des promoteurs ça, on est d'accord. Et qui du coup ont attiré les grandes enceignes dans un quartier où on aurait pu tout à fait construire une autre politique commerciale. Ah mais ça on est tout à fait d'accord. Après... Et donc il faut quand même préserver cette vie commerciale parce qu'elle a l'intérêt économique que l'on imagine, elle a l'intérêt social, elle a l'intérêt sécurité. C'est quand même, tout ça est extrêmement important et il faut avancer de manière intelligente et pas dogmatique. Donc la question, évidemment, quand on parlait du téléphérique, c'est difficile de dire on va mettre un poteau là, 50 mètres en plein milieu et voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment, on se doute bien qu'on ne fait pas comme ça. Quand on décide de mettre les poteaux, on y va. Alors que là, c'est un peu plus pernicieux parce qu'on a l'air de dire on teste. Alors donc on fait une journée ou un week-end de piétonisation et on voit l'effet que ça a. Mais en fait, c'est factice, c'est pas vraiment du test parce que évidemment les gens savent bien que le lendemain ils pourront de nouveau prendre leur voiture, tout ça. Donc ça a un aspect. On fait de la politique sérieuse, on teste
les choses, mais en fait, c'est un peu factice. C'est pas vraiment ce qui se passerait si tout d'un coup tout devenait piéton. Il nous reste 5 minutes pour évoquer le dernier sujet. Concluons donc avec le scrutin des élections régionales. La campagne se terminera bientôt, dans 2 semaines. Et puis ce mercredi, un nouveau sondage Opinionway pour CNews a conforté les différents candidats d'Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs places qui sont annoncées depuis le début. Laurent Wauquiez largement devant Andrea Cotarac, puis Bruno Bonnell, et puis Fabienne Grébert. La vraie information de cette étude, c'est que Najat Vallaud-Belkacem, la socialiste, est passée sous la barre des 10% d'intention de vote. Alors Emmanuel, vous avez connu diverses élections avec des fortunes diverses également. Ce genre de sondage, ça peut tuer une dynamique de campagne, une dynamique d'équipe? Oh oui, incontestablement. À partir du moment où les gens sont déprimés sur le score qu'ils attendent, c'est pas très motivant pour notamment aller voter ou pour faire campagne, tout simplement. Et on le voit bien aujourd'hui, le positionnement du Parti socialiste est catastrophique. Il est complètement sorti du jeu. Personne n'est capable d'identifier le secrétaire général du Parti socialiste, alors que ça a toujours été une personnalité politique forte de la vie nationale. Donc Najat Vallaud-Belkacem se sert de ce cheval moribond pour faire un retour en politique. Évidemment, c'est très compliqué. Donc je ne suis pas surpris, moi, de ce score en dessous de 10, ce qui l'écarterait évidemment du deuxième tour immédiatement. Il la priverait probablement pendant quelque temps d'un retour politique. Mais encore une fois, la vie politique est dure et sévère. Le Parti socialiste, qui a été un parti de gouvernement pendant de très longues années, aujourd'hui n'est plus identifié dans le paysage politique national et local. Et c'est pas Najat Vallaud-Belkacem qui va, avec ses petits bras, remonter l'image du Parti socialiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont le vent en poupe, ce sont effectivement les Verts, la droite républicaine, éventuellement le parti majoritaire de la République En Marche, qui sont aujourd'hui ceux qui tiennent un peu la route. Alors, après, c'est vrai qu'ils ont pas été très malins localement. C'est-à-dire que dans certains endroits, on l'a vu notamment à Lyon, au moment des municipales, les Verts, les socialistes et la France insoumise créaient des espèces de socles qui leur permettaient d'avoir des scores intéressants. Sauf que là, chacun a voulu mesurer ses forces à l'aune de ces élections régionales. Eh bien, il y en a qui vont en payer les conséquences, à mon avis, assez lourdement. Romain, quand Najat Vallaud-Belkacem a fait savoir qu'elle comptait être candidate, beaucoup ont pensé qu'on allait avoir un duel de personnalité très forte entre elle et Laurent Wauquiez, parce que finalement, quoi qu'on en dise, Najat Vallaud-Belkacem, elle est peut-être plus forte aujourd'hui que ce que représente le Parti socialiste. Elle peut dépasser tout ça. Qu'est-ce qui pêche dans sa campagne? Pourquoi ça ne marche pas? En tout cas, je pense que son truc s'appelle l'alternative. Ouais. Bon, alors effectivement, c'est exactement ce que vous dites. Elle a dit, il y a Laurent Wauquiez et moi. Mais ça ne marche pas si Laurent Wauquiez ne fait pas campagne. Et pour qu'on puisse faire un duel à deux, il faut que les deux soient d'accord, sinon c'est plus vraiment un duel. Et comme lui, il n'a pas voulu rentrer dans le jeu, il avait tout à fait intérêt à ne pas rentrer dans le jeu, s'appeler l'alternative quand personne s'oppose à vous, c'est quand même plus difficile, non? Raphaël? Je crois que son problème, c'est plutôt Bonnell, en fait. Parce que le seul espoir qu'il y avait pour la gauche, les écologistes, de battre Laurent Wauquiez, c'est que Bruno Bonnell soit en dessous des 10% et que une alliance à gauche puisse récupérer les voix des macronistes qui n'auraient pas voulu voter Wauquiez. Et là, au deuxième tour, il y avait un espace pour battre Laurent Wauquiez. Dès lors que Bruno Bonnell est à 14%, 16% sur les sondages, donc il fait une bonne campagne, il est assez haut, mais dans une impasse politique, puisque a priori il ne peut s'allier ni sur sa gauche ni sur sa droite, ça cristallise une partie de l'opposition à Laurent Wauquiez et ça empêche l'arrivée d'une alternative. Donc pour conclure simplement, parce qu'on arrive au terme de notre émission, si on se dirige vers un échec cuisant pour Najat Vallaud-Belkacem le 20 juin, après celui des législatives à Villeurbanne, c'est une nouvelle fin de carrière politique pour elle ou elle aime trop ça et elle y reviendra? Ah non, il ne faut pas l'enterrer, elle est très jeune, on a le même âge. Bon, ça. Mais elle a un capital politique qui reste énorme, elle est extrêmement connue. Politiquement, elle n'est pas dans un moment facile pour son parti, mais là, elle revient sur la scène politique, c'est une manière aussi de compter des points pour l'avenir. Donc, je pense qu'on la reverra. Et rapidement, vous êtes optimiste? Aussi optimiste que Raphaël? Oui, en politique, on n'est jamais mort. Elle peut subir des échecs et revenir.
la vie politique, c'est difficile de faire des prévisions. Moi, je pense qu'elle peut tout à fait revenir en politique, même après un lourd échec au régional. Bon. On l'enterre un peu rapidement, mais le scrutin n'est pas passé, ce n'est qu'un sondage, donc elle peut se retrouver en tête le 20 juin, on n'en sait rien. Romain, le mot de la fin ? Peut-être qu'elle n'aura plus envie non plus, parce que contrairement à beaucoup de personnes qui perdent leur mandat et qui se retrouvent dans une situation compliquée, il faut rappeler quand même qu'elle a eu des jobs de rêve, dans une maison d'édition, si je ne dis pas de bêtises, dans un institut de sondage, dans l'ONG de Bono, et finalement, elle est quand même revenue à la politique, c'est qu'elle aime vraiment ça. Oui, mais elle n'a jamais eu de mandat à elle, donc peut-être que c'est juste que c'est comme ça qu'elle fait, quoi. Pour obtenir une victoire à elle. Voilà. Très bien, ça sera le mot de la fin, c'est une nouvelle émission qui s'achève, nous sommes dans les temps, merci pour vos retours, votre fidélité à Lyon Mag, je vous souhaite une excellente semaine.